être humain a un patrimoine génétique en commun à 99%. Vous révélez, vous cédez votre génome, vous révélez celui de 99% des autres êtres humains. Je ne parle même pas de vos ascendants, de vos descendants, qui, eux, vont être en plus grande proximité. Et enfin, vous avez sur les comportements humains, vous avez, si vous définissez un échantillon de 30 ou 40 personnes, avec une sociodémographie à peu près identique, vous prédisez le comportement de la 31e personne à 93%. Il n'y a que 7% de variation, c'est ce qui fait notre humanité. Donc par conséquent, on est dans une logique où la notion de propriété individuelle, d'individualisation des données est extraordinairement fragile. Enfin, et je finirai là-dessus, ne détruisons pas le capitalisme, que nous aimons tous probablement dans cette enceinte. Parce que, en fait, si on considère que les données sont cessibles, on va aboutir à la constitution de monopoles de données personnelles. Alors j'explique pourquoi. Sur l'argent, quand vous avez 1 euro et que vous avez un deuxième euro, c'est formidable, mais à partir d'un certain montant, l'euro additionnel est marginal et n'ajoute pas à la valeur des premiers euros. Sur les données, vous avez ce qu'on appelle l'effet réseau. L'effet réseau, qui est puisque les données sont en réseau, chaque donnée qui s'ajoute, en fait, accroît la valeur de l'ensemble. Donc, vous prenez par exemple, c'est la loi de Metcalfe qui dit que la valeur d'un réseau est la valeur du carré de ceux qui y participent. Vous avez par exemple 10 ordinateurs, la valeur de ce réseau, c'est 10 au carré, c'est 100. Vous rajoutez un 11e ordinateur. Ça devient 11 au carré, 121. Vous avez accru de 21% la valeur d'un réseau simplement en rajoutant une machine. Donc à partir du moment où vous avez un tas de données, la donnée additionnelle va valoir pour vous beaucoup plus que pour celui qui a un plus petit tas de données, simplement pour l'effet réseau. Et ça, mathématiquement, ça aboutit à un propriétaire terminal de toutes les données. Et à partir du moment où il n'y a plus de constitution, à partir du moment où on n'est pas dans la logique linéaire d'accumulation du capitalisme, mais dans une logique exponentielle d'effet réseau sur les données, ben, on détruit la compétition et on finit avec un monopole, et ce n'est pas ce que nous souhaitons ni les uns ni les autres. Voilà. Donc en fait, nous n'avons pas un bien qui soit un bien individuel, individualisable. Nous avons des droits individuels. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a une propriété commune et des droits individuels? Ça existe en droit, ça s'appelle une indivision. Bon, nous sommes dans un cas, avec les données, dans une indivision. Et cette indivision-là, elle a un intérêt général pour la population, la circulation, la santé, il y a des données... je veux dire que si la Sécu avait une logique sur les données un peu différentes, je pense que on ferait un bond dans la santé publique qui serait considérable. Bon, donc, est-ce que c'est un bien public? Non, ça n'appartient pas à l'État. Est-ce que c'est un bien collectif? Non, parce qu'il n'appartient pas à la collectivité. C'est un bien commun. C'est un bien commun, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on partage tous, mais en y conservant des droits individuels. Bon, ce bien commun, il faut le défendre, il faut le protéger, et c'est pour cela que je pense qu'effectivement, il y a une protection des droits individuels à avoir sur les données, mais la logique de bien commun, elle est capitale. De surcroît, nous nous situons dans un environnement où l'intelligence artificielle va tout bousculer et sa nourriture, c'est les données. C'est-à-dire qu'on confond l'argent, l'essence et les données. L'essence, on remplit un réservoir et la voiture, elle y va, quel que soit son modèle. Les données, la quantité de données, c'est ce qui va décider du modèle de la voiture. Plus vous mettez de données dans une machine apprenante, plus elle est puissante. Donc vous avez en fait l'économie de demain qui est décidée par qui a les données. Bon, donc vous ne pouvez pas gérer ça comme simplement un individu qui est dans une sorte de logique asymétrique va décider de donner ces données. Ça s'appelle des données, mais ce n'est pas une raison pour les donner. Bon. Donc, vous avez des empires numériques qui se constituent, vous avez un empire numérique chinois, vous avez un empire numérique américain et un buffet gratuit, l'Europe. Bon, donc tout ça, en fait, doit absolument changer, tout ça doit évoluer, et le fait de reposer tout ça sur le consentement individuel, qui est la logique libérale, qui est une logique que je comprends, c'est complètement asymétrique, puisque nous avons une fabrique du consentement. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout est fait pour vous consentir, et la RGPD dit bien, le consentement inconditionnel. Il n'y a aucune condition au consentement. Maintenant, vous allez sur Facebook, vous dites, bien, j'aimerais bien reconnaître ton visage quand même, ça aide pour plein de services quand même formidables. Donc, écoute, si tu le reconnais, si tu n'acceptes pas, tu pars avec tes données. Bon. Et donc, déjà, Facebook est en contradiction avec le RGPD. Il est donc nécessaire de s'interroger, au temps des GAFA, sur le droit de propriété des données.
Et vraiment, j'insiste sur la notion de droit de propriété. On ne demande pas qui possède la donnée, parce que ça, c'est un peu un lieu commun. Nous sommes possesseurs de nos données. Mais vraiment, je le prends sous le prisme du droit. Est-ce qu'il y a un droit, est-ce qu'il devrait y avoir, parce qu'il n'y en a nulle part dans le monde aujourd'hui, un droit de propriété sur les données personnelles, en sachant qu'il y a déjà un droit de propriété sur les databases. Quand les entreprises agrègent les datas, ensuite, ces bases de données sont, elles, soumises au droit de propriété intellectuelle, elles peuvent faire l'objet d'un commerce. Mais le producteur de la matière première, donc le citoyen utilisateur de plateforme, lui, livre sa data sans en tirer aucune valeur, sinon cette gratuité, on peut se demander si elle n'est pas un peu factice, surtout c'est une gratuité qui n'est pas négociée, c'est une gratuité qui ne fait pas partie d'un mécanisme de transaction, de contrat, ni bien sûr de négociation. Et donc, on pourrait répondre, comme l'a un peu fait Jean Tirole dans son économie du bien commun, il a un passage sur la patrimonialité des données, parce que c'est un vieux thème, on ne l'a pas inventé, on l'a simplement, dans le think tank que je dirige, remis au goût du jour, et on a publié un gros rapport avec des juristes et des techniciens de la blockchain sur ce que pourrait être un droit de propriété, mais il y a des gens qui travaillent ça depuis longtemps, aux États-Unis notamment, Jaron Lanier. Et donc, on pourrait me dire, oui, mais bon, il y a une forme de mécanisme d'échange, puisque vous avez accès à des services, vous êtes retargeté par la pub et vous donnez vos données en échange. Quoi je réponds, c'est un contrat tout de même un peu léonin. D'abord parce que vous cliquez sur des terms and conditions que vous ne comprenez pas, que vous ne pouvez pas lire, puisqu'on estime qu'il faudrait 2 ou 3 mois à un Américain moyen pour lire l'ensemble des terms and conditions qu'il accepte chaque année. Et je ne parle pas de les comprendre ni de les négocier. De sorte que le vrai scandale de Cambridge Analytica, comme le vrai scandale de l'histoire de la manipulation des émotions par Facebook il y a un an, c'est pas tellement l'affaire elle-même, c'est le fait que ça soit parfaitement légal. Et c'est la défense tout à fait justifiée de Facebook. Il dit, mais nous avons le droit de le faire, puisque l'utilisateur a cliqué dans ces terms and conditions sur le fait que nous avons le droit d'utiliser, qu'il nous cède ces datas à des fins de recherche. Donc Cambridge Analytica faisait partie, et je crois que Facebook n'est pas inquiété sur le plan pénal, je trompe peut-être, mais... Voilà, donc c'est un problème de droit, c'est un problème économique, puisque les données personnelles sont évaluées à 8% du PIB européen d'ici 2020, 1000 milliards d'euros. Ce sont des sommes absolument vertigineuses, gigantesques. C'est un marché énorme qui aujourd'hui n'existe pas, qui n'est pas matérialisé, puisque nous sommes encore dans une phase de troc pré-capitaliste, et il serait légitime de convertir ces datas en capital et en capital personnel. Et puis, troisièmement, il y a un argument culturel très fort, puisque cette filter bubble que l'on dénonce, le fait que nous soyons prisonniers de bulles et que finalement l'Internet nous donne toujours à voir ce que nous voulons voir, à entendre ce que nous voulons entendre, à sentir ce que nous voulons sentir, vient de cette collecte massive de données qui nous enferme dans nos propres convictions, qui nous renforce dans nos biais à travers les algorithmes. Et que donc reprendre le contrôle sur les datas, en reprendre la propriété, c'est aussi une manière de les répartir de manière beaucoup plus autonome entre nos différents champs d'intérêt. Vous allez avoir des haut-parleurs intelligents qui vont débarquer chez vous. Bon. Beaucoup de gens vont les utiliser et aux États-Unis, c'est un succès absolument formidable. Les gens payent pour s'équiper de micros qui permettent de les écouter. Bon. Il va falloir appliquer la loi. Il faut savoir que le principal collecteur de données, ce n'est pas du tout ces GAFAG ou MAGAF ou je sais pas quoi, tous ces trucs. En fait, c'est nous-mêmes. Nous allons recevoir des individus, donc qu'on appelle des amis, qui vont venir dans le salon où il y a le haut-parleur intelligent. On va lui dire un peu de jazz, Siri. Bon. Et là, il va diffuser du jazz de Damas parce qu'il ne comprend rien, Siri, en fait. Bon. Et donc, on va se lancer là-dessus, mais il va falloir demander le consentement de chaque personne. Et bien formulé. Et pour quel usage? Tous nos appareils mobiles se détectent les uns les autres en Bluetooth pour savoir qui est là, comment est-ce qu'on a demandé le consentement à qui? Donc, c'est impossible. La logique contractuelle que tu décris, elle est folle. Je vais devoir contractualiser. Alors on dit c'est des ordinateurs qui vont le faire. Ah bon? Mais c'est des gens derrière les ordinateurs, c'est des programmes. Moi, le smart, quand j'entends smart et machine à côté, j'ai peur. Alors, on parle de l'intelligence artificielle, je fréquente souvent la bêtise naturelle, vous aussi, mais en fait, l'intelligence artificielle, ça n'existe pas. C'est un exécutant qui va faire de son mieux, mais de son mieux, ça va être le pire, qui va exécuter plein de contrats à notre insu, on ne sera même pas au courant. Bon, donc ça, pour moi, c'est une folie théorique, sympa, très bien exprimée,
mais qui tient pas le choc. Et qui tient pas le choc, de surcroît, si on cherche à vendre. Je vous donne un exemple intéressant. C'est un travail qui a été fait pour savoir, OK, on va vendre des données personnelles. Bon, très bien. Sur la base du RGPD, puisqu'on est dans le monde réel. Hein, bon. Donc, un individu procède à une vente de données personnelles au profit d'un tiers contre rémunération. Donc, une telle opération pourrait s'appuyer sur la base légale du consentement prévu à l'article 6 du RGPD. Ah oui, alors, le traitement n'est licite, c'est-à-dire la captation des données, que si la personne concernée a consenti au traitement de ces données à caractère personnel. Bon, donc là, ça va, on peut tout vendre, là, c'est écrit. Bon. Mais, il y a une condition, c'est qu'il doit y avoir une finalité spécifique qui est définie pour la captation de cette donnée. Sinon, on ne peut pas vendre ces données. Il faut qu'on a le droit de la capter uniquement si ça sert à l'usage qu'on a défini. Donc, à la différence de la vente d'un bien qui implique un véritable transfert de propriété, l'entreprise qui va collecter ces données personnelles contre rémunération serait donc obligée d'indiquer une ou plusieurs finalités précises de traitement qui la lieraient ensuite dans le temps. Bon, donc ce n'est pas une vente, déjà, on est dans l'octroi d'une licence. Bon, mais c'est très, très différent. Donc, ce n'est pas un droit de propriété, c'est une licence. C'est une licence qui est réversible à tout moment, dit la loi. Ah ben ça, c'est dommage. Et c'est une licence qui doit être renouvelée à chaque fois que celui qui a acquis la licence des données veut les utiliser que pour autre chose que ce pour quoi il les a acquis au départ.